Il y a des choix dans la vie qui semblent simples sur le moment. Des décisions qui paraissent légères, presque évidentes, comme si la vie nous présentait deux portes et qu'il suffisait d'en pousser une. Pourtant, chaque choix laisse une trace. Une marque invisible mais profonde, qui accompagne celui qui l'a fait pendant des années. Certaines personnes choisissent la patience. D'autres choisissent la loyauté. Mais beaucoup choisissent la facilité. Et la vie, silencieuse et patiente, se contente d'observer. Bouira Didier ne pensait pas à tout cela le jour où il prit sa décision. À 42 ans, il se voyait comme un homme accompli. Directeur commercial dans une grande entreprise de télécommunications, une belle maison dans un quartier respecté de la ville, 2 voitures, des vacances régulières et une famille que beaucoup enviaient. Mais derrière cette réussite, il y avait une histoire. Une histoire longue de 17 ans. 17 ans de mariage avec Rebecca. Rebecca S.A.F.M. Celle qui avait été là bien avant les voitures, avant la maison, avant le titre de directeur. Ils avaient 2 enfants, Élise, 15 ans, une adolescente calme et réfléchie, et Aïcha, 13 ans, plus vive et parfois rebelle. Les 2 filles étaient intelligentes, sérieuses à l'école et très proches de leur mère. Pendant longtemps, Didier avait pensé que sa vie était solide. Jusqu'au jour où tout bascula. Rebecca tombe malade. Au début, ce n'était qu'un détail. Une petite inquiétude. Une bosse découverte un matin sous la douche. Rebecca n'en parla pas immédiatement. Elle espérait que ce n'était rien. Mais les jours passèrent. La bosse ne disparaissait pas. Finalement, elle prit rendez-vous à l'hôpital. Didier elle accompagna. Il se souvenait encore de la salle d'attente. Les murs blancs. L'odeur de désinfectant. Le silence peasant. Quand le médecin les reçut dans son bureau, son visage était grave. Madame Bouira, nous avons analysé les résultats de la biopsie. Rebecca serra légèrement la main de Didier. Le médecin inspira lentement. Il s'agit d'un carcinome du sein, stade 3. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. Cancer. Didier sentit son cœur se serrer. Rebecca resta silencieuse. Le médecin continua d'expliquer l'opération, la chimiothérapie, les traitements longs et difficiles. Mais Didier n'entendait presque plus rien. Le mot cancer résonnait encore dans sa tête. Ce jour-là, quelque chose changea dans leur vie. Et même si Didier ne le savait pas encore, ce changement allait révéler qui il était vraiment. Bien avant les hôpitaux, bien avant la maladie, il y avait eu l'université. Didier avait rencontré Rebecca un matin de septembre. Elle était assise sur un banc, un cahier ouvert sur les genoux. Elle relisait ses notes avec concentration. Ses cheveux étaient attachés simplement derrière sa tête et son visage avait une douceur naturelle. Didier s'était arrêté près d'elle. « Excuse-moi, tu sais où se trouve l'amphibé ?» Rebecca leva les yeux et sourit. « Oui. Tu y es nouveau ?» Première année de gestion commerciale. Moi aussi, mais en comptabilité. Ce fut le début d'une conversation simple, puis d'une amitié, puis d'un amour. Ils passaient des heures à discuter après les cours. À parler de leurs rêves, de leurs ambitions, de la vie qu'ils voulaient construire. Didier rêvait d'une grande carrière. Rebecca rêvait d'une famille solide. 2 ans plus tard, ils se marièrent. Ils n'avaient presque rien. Un petit studio. Un vieux canapé récupéré chez un cousin. Une table en plastique dans la cuisine. Mais ils étaient heureux. Les premières années furent difficiles. Didier cherchait du travail sans succès. Les refus s'accumulaient. Un soir, il rentra à la maison, épuisé. Encore refusé, dit-il en jetant son dossier sur la table. Rebecca posa doucement sa main sur son épaule. Ce n'est qu'une étape. Je commence à croire que je ne trouverai jamais. Rebecca le regarda avec détermination. Moi je sais que tu vas réussir. Elle travaillait déjà comme comptable junior dans une petite entreprise. Son salaire payait le loyer et la nourriture. Sans se plaindre. Sans jamais reprocher à Didier ses difficultés. C'est grâce à elle qu'ils tinrent pendant ces années. Et un jour, enfin, Didier décrocha son premier poste commercial. Le début de son ascension. Les années suivantes passèrent rapidement. Didier travaillait énormément. Rebecca aussi. Puis un jour, Rebecca annonça une nouvelle. « Didier, je suis enceinte. » Didier resta silencieux quelques secondes. Puis il sourit. « On va être parents ?» Rebecca hocha la tête. 9 mois plus tard, Élise naquit. Les Newts Devon Rent Plus Courts. La maison plus bruyante. Rebecca se levait souvent la nuit pour le bébé. Didier, lui, devait être en forme pour son travail. « Dors », lui disait Rebecca doucement. « Tu dois t'y lever. » Elle portait beaucoup de choses sur ses épaules. 2 ans plus tard, Aïcha arriva.
La famille était complète. Pendant ce temps, la carrière de Didier progressait. Chef d'équipe, puis responsable régional, puis directeur commercial. Chaque promotion était célébrée. Mais derrière chaque réussite de Didier, il y avait toujours Rebecca. Elle gérait la maison, les enfants, les devoirs, les rendez-vous médicaux, les repas, tout, sans jamais se plaindre. Didier, peu à peu, oublia les sacrifices de sa femme. Il commença à croire que son succès était uniquement le sien. Quand Rebecca tomba malade, leur monde bascula. L'opération eut lieu 2 semaines après le diagnostic. Rebecca resta plusieurs jours à l'hôpital. Quand elle se réveilla, son sein gauche avait été retiré. Elle pleura, en silence. Didier était assis près du lit. Mais il ne savait pas quoi dire. Les mois suivants furent encore plus difficiles. La chimiothérapie commença. Les nausées, la fatigue, la perte de cheveux. Un matin, Rebecca se regarda dans le miroir. Ses cheveux tombaient par poignées. Elle prit une tondeuse et rasa ce qui restait. Quand Élise la vit, elle se mit à pleurer. Rebecca la serra dans ses bras. Ce n'est que temporaire. Mais au fond d'elle, Rebecca avait peur. Très peur. Et Didier commençait à s'éloigner. Le jour où Mariam entra dans la vie de Didier, tout semblait banal. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du bureau, illuminant les lignes de chiffres et de graphiques affichées sur les écrans. Didier, assis derrière son bureau, relisait un rapport commercial. Les mots défilaient, mais son esprit était ailleurs, pesant sur le dernier rendez-vous avec Rebecca, sur les nuits passées à l'hôpital, sur la fatigue, sur la peur. « Bonjour, je suis Mariam Traoré. Je viens faire mon stage ici. » Didier leva les yeux, surpris. Une jeune femme se tenait dans l'encadrement de la porte, un petit carnet à la main, un sac léger sur l'épaule. Elle avait ce genre de beauté qui n'a rien d'artificiel. Cheveux longs et noirs, peau éclatante, sourire franc. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui frappa Didier. C'était son énergie, sa vitalité, la manière dont elle semblait remplir l'espace autour d'elle. « Ah, oui, bonjour, installez-vous, je vous en prie, » répondit Didier, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Mariam entra et s'assit en face de lui. Didier remarqua le contraste brutal entre cette jeunesse rayonnante et Rebecca, assise à la maison, un foulard sur la tête pour cacher sa calvitie post-chimio. La culpabilité s'invita presque immédiatement dans son esprit, mais il la repoussa rapidement. « Ce n'est rien. Juste une stagiaire, » se dit-il. « Je suis ravi d'être ici, » dit-elle en ouvrant son carnet. « J'ai étudié votre entreprise et j'ai vraiment envie d'apprendre et de contribuer. » Didier hocha la tête, essayant de se concentrer sur le professionnalisme. Pourtant, chaque mot de Mariam semblait animé d'une vitalité qu'il avait presque oubliée. Elle riait facilement, posait des questions pertinentes, prenait des notes, mais d'une manière qui ne semblait jamais mécanique. Au fil de la matinée, elle revenait souvent à lui. Pour des détails sur les projets, pour demander conseil sur la mise en page d'un rapport ou sur la stratégie commerciale. Didier, surpris, se rendit compte qu'il attendait presque ses interventions. Elle le regardait comme si ce qu'il disait avait de l'importance, vraiment de l'importance. Une attention qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Alors, Didier, vous pensez que cette stratégie peut vraiment booster nos ventes sur le marché régional? Demanda-t-elle, la voix pleine de curiosité. Il haussa un sourcil, se rendant compte qu'il venait de sourire, un vrai sourire, sincère, spontané. Oui, je pense, dit-il, en sentant son cœur battre un peu plus vite. Et toi, Mariam, qu'en penses-tu? Je crois qu'on peut mieux segmenter nos clients. Je peux préparer une petite analyse pour vous montrer, répondit-elle avec enthousiasme. Chaque geste de Mariam, chaque sourire, chaque question posée avec une réelle curiosité, fit naître en Didier une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, l'émerveillement. Il s'émerveillait encore d'une personne, d'une vie pleine de promesses. Et, silencieusement, il compara cette vitalité avec Rebecca, allongée chez elle, amaigrie, fatiguée, dépendante des médicaments. Look and traced le troubla. Et ce trouble, Didier le sentit descendre dans sa poitrine comme une chaleur étrange, une tentation qu'il croyait maîtriser mais qu'il ne maîtrisait plus. La journée passa, puis le lendemain, Mariam revint. Et encore le lendemain. Elle venait chercher des conseils sur les mêmes projets, mais elle apportait toujours un sourire, une remarque, un mot de curiosité sur sa vie. Elle ne posait jamais de questions sur sa famille. Son alliance était visible, mais elle laissait passer. Didier apprécia ce silence complice, cette zone sûre où il pouvait redevenir un homme normal. Juste Didier, sans la culpabilité. Un soir, après une longue réunion, elle resta un moment pour parler.
La lumière tombait doucement sur son visage. Vous semblez toujours si concentré, dit-elle avec un sourire espiègle. Je me demande comment vous faites pour garder tout ça en équilibre. Didier eut un petit rire. Vous voulez dire, entre le travail, tout le reste? Oui, tout le reste. La vie. Il se tut. Tout le reste, tout ce qu'il avait laissé derrière lui à la maison, tout ce qu'il avait fui. Tout cela pesait dans l'air, mais avec Mariam, cela semblait moins lourd, presque flou, lointain. Je fais comme je peux, murmura-t-il. Mariam sourit, penchant légèrement la tête, et Didier sentit son cœur se serrer. Il ne voulait pas que cette rencontre soit dangereuse. Il ne voulait pas trahir Rebecca. Mais il ne pouvait ignorer cette énergie, ce rire, cette présence. Au fil des semaines, leur complicité grandit. Les conversations, d'abord purement professionnelles, glissaient vers la vie personnelle, les ambitions, les rêves. Didier se surprit à raconter des détails de sa jeunesse, de ses études, de ses rêves oubliés. Mariam l'écoutait avec attention, posant des questions qu'il n'entendait jamais de la part des collègues ou des amis. « Et vous? Quel est votre rêve ?» demanda-t-elle un jour en riant doucement. Didier haussa les épaules. « Je pensais être quelqu'un d'important, peut-être. Mais j'ai l'impression d'avoir oublié pourquoi je voulais ça. Peut-être que vous pouvez le retrouver, dit-elle, avec un sourire lumineux. Peut-être que ce n'est pas trop tard. » Et Didier comprit, avec une clarté effrayante, que ce sourire, cette attention, cette jeunesse, allait devenir un piège. Un piège dont il ne voulait pas se défaire, mais qu'il savait, au fond de lui, qu'il finirait par franchir. Les jours devinrent des semaines, et Didier sentit l'emprise de Mariam s'installer doucement mais irrésistiblement dans sa vie. Ce n'était pas une passion soudaine, explosive, mais un filet subtil qui le capturait à chaque sourire, à chaque éclat de rire, à chaque regard posé sur lui avec cette curiosité attentive. Il y avait quelque chose de presque cruel dans cette évidence. À la maison, Rebecca se battait pour survivre, ses forces se reconstruisant lentement après la chimio. Et ici, à quelques kilomètres, Mariam apportait la légèreté, l'énergie, la jeunesse qu'il avait perdue. Didier se sentait vivant, enfin, et cette sensation était délicieuse autant qu'interdite. Tout commença par des messages anodins. « Bonjour Didier, j'espère que vous avez bien dormi ?» Simple. Innocent. Mais chaque mot de Mariam contenait cette chaleur qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Didier répondit, d'abord poliment, professionnellement. « Bonjour Mariam. »« Oui, merci. » « Et vous ?» Puis, les messages devinrent plus fréquents, plus personnels. « Je viens de finir l'analyse, voulez-vous que je vous montre les résultats avant la réunion ?» Didier sourit en voyant son téléphone vibrer sur son bureau. Il se surprit à attendre ces messages, à lire et relire ces mots avec une attention qu'il n'accordait plus à personne. À la maison, Rebecca ne recevait aucun SMS de ce genre. Elle n'avait plus le temps, plus l'énergie. Et Didier, il ne voyait plus sa femme comme il la voyait avant. Chaque message était une petite victoire, un frisson interdit. Chaque mot effaçait un peu plus la culpabilité. Puis vinrent les rendez-vous. Au début, ils étaient professionnels. Café à côté du bureau, déjeuner rapide pour discuter des projets. Mais même ces instants étaient teintés d'une intimité naissante. Didier se rendit compte qu'il observait Mariam d'une manière différente, qu'il la regardait comme on regarde une lumière rare dans une pièce sombre. « Vous avez l'air fatigué aujourd'hui » remarqua-t-elle à midi, posant sa main sur le bras de Didier. Just simple, presque imperceptible. Mais pour Didier, c'était une explosion. Il sentit son cœur s'accélérer, ses mains devenir moites. Il savait que ce qu'il ressentait n'était pas juste de l'admiration pour une stagiaire. C'était autre chose. De l'envie, du désir. Et pourtant, il se disait, ce n'est rien. Je ne fais que répondre à son énergie. Les cafés se transformèrent en déjeuners plus longs, les discussions en conversations sur la vie, sur leurs rêves, sur leurs ambitions. Didier se surprit à raconter des souvenirs de jeunesse, des confidences qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Mariam écoutait, attentive, les yeux brillants, souriante. Et à chaque regard, à chaque sourire, Didier sentait le poids de la culpabilité fondre un peu plus. Mais la culpabilité ne disparut jamais complètement. Chaque soir, en rentrant, Didier regardait Rebecca, endormie ou fatiguée, essayant de sourire, essayant de manger un peu de riz. Chaque nuit, il sentait son cœur se serrer, une douleur diffuse qu'il ignorait quand il était avec Mariam. « Didier, tu penses à elle ?» demanda Mariam un soir, alors qu'il se promenait après une réunion tardive. Il hocha la tête, incapable de mentir. « Oui, mais ça n'a rien à voir. Je suis heureux avec toi. » « Je sais, dit-elle, prenant sa main.
Mais je veux que tu sois sûr. Je ne veux pas être un pansement sur ta culpabilité. Elle avait raison, et Didier le savait. Mais chaque geste, chaque sourire, chaque éclat de rire partagé avec Mariam semblait effacer la douleur, rendre sa vie plus légère. Il savait que ce qu'il faisait était mal. Mais il ne pouvait s'arrêter. Un soir, après la 4e séance de chimio de Rebecca, Didier rentra tard. La maison était silencieuse, les enfants endormis. Il regarda sa femme, fragile, amaigrie, un foulard sur la tête. Et il sentit le vertige, le vide qu'il avait comblé par la présence de Mariam. Il se sentit irrémédiablement attiré vers cette vie nouvelle, cette légèreté qu'il croyait mériter. Je ne peux plus, murmura-t-il à lui-même. Quelques minutes plus tard, il était au téléphone avec Mariam. La conversation commença innocemment, mais peu à peu, la complicité devint trop forte, les silences trop lourds. Didier réalisa qu'il avait franchi une frontière invisible. « Didier, je ne devrais pas », dit Mariam, mais sa voix était douce, presque suppliante. « Moi non plus. Mais je ne peux pas. J'ai besoin de toi, répondit-il, sa voix tremblante. C'était fait. La ligne était franchie. Une liaison avait commencé. Didier savait que ce qu'il faisait détruisait sa famille, mais il se convainquait que c'était nécessaire pour se sentir vivant. Pour ne pas sombrer dans le chagrin, dans la culpabilité, dans l'impuissance. Les semaines suivantes, Didier jongla entre deux mondes, la maison et la maladie, les enfants et Mariam, la culpabilité et l'excitation. Il mentait, esquivait, inventait des réunions et des déplacements. Mariam venait régulièrement au bureau. Il se retrouvait dans des cafés discrets, dans des coins de ville qu'il connaissait peu. Chaque rencontre renforçait leur complicité, mais chaque départ laissait un goût amer dans la gorge de Didier. Pourquoi est-ce si facile avec toi et si difficile avec elle? Se demanda-t-il un soir, seul dans sa voiture, après avoir accompagné Mariam. Il ne savait pas répondre. Il se sentait coupable, mais en même temps, vivant. Look untraced, look consummate. Et la culpabilité commençait à se transformer en une peur sourde, celle de se voir un jour reflétée dans un miroir aussi cruel que celui qu'il avait tendu à Rebecca. La liaison avait commencé. Ce n'était pas un coup de foudre, mais une suite logique de choix et de tentations. Didier avait franchi la ligne, incapable de résister à l'évidence. La vie qu'il avait choisie avec Rebecca était lourde, douloureuse. La légèreté avec Mariam semblait une délivrance. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette spirale n'était que le début de sa chute. La vie, toujours, trouve un moyen de rappeler aux hommes ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et pour Didier, ce rappel serait imminent. La maison était silencieuse ce soir-là, seulement ponctuée par le souffle régulier d'Élise et d'Aïcha endormis dans leur chambre, et le tic-tac du vieux réveil posé sur la commode du couloir. Didier regardait Rebecca, assise dans le salon, un foulard pour cacher sa tête chauve, un bol de riz à peine touché devant elle. Les mois passés à ses côtés semblaient désormais appartenir à une autre vie, une vie lourde de fatigue, de souffrance et d'inquiétude. Il avait pris sa décision. Depuis plusieurs semaines, Mariam occupait chaque coin de ses pensées, chaque instant libre. La culpabilité se mêlait à l'excitation, mais il s'était convaincu qu'il méritait ce bonheur, cette légèreté, loin des hôpitaux et des cris silencieux de douleur. Didier s'assit en face de Rebecca, prenant soin de laisser un espace entre eux, comme s'il voulait maintenir une distance invisible. Il inspira profondément. « Rebecca, il faut qu'on parle, » dit-il, la voix faible mais résolue. Elle leva les yeux vers lui, calme, lucide, sans colère, sans plainte. Elle avait toujours su. Less absences, less regards allures, less messages secrets. Tout avait tracé une ligne dans son esprit, une ligne que Didier franchissait maintenant. « Je ne peux plus continuer » continua-t-il. « Cette vie, cette situation. Je pars. » Rebecca l'écoutait, immobile. Elle savait que ce moment viendrait, et pourtant, entendre les mots prononcés par celui qu'elle avait aimé et soutenu était une douleur étrange, profonde. « To Pars » demanda-t-elle simplement, presque en chuchotant. « Oui, pour Mariam. J'ai besoin d'un nouveau départ. » On silence, Lord Essenstalla. La seule respiration qui remplissait la pièce semblait peser des tonnes. Didier sentait son cœur battre violemment, mais il ne pouvait plus revenir en arrière. Rebecca posa sa cuillère, laissant le riz retomber doucement dans l'assiette. Elle inspira profondément, rassemblant chaque parcelle de dignité qui lui restait après 6 mois de traitement, après la douleur, après l'humiliation de se sentir abandonnée. « Alors va, » dit-elle d'une voix calme, ferme. « Si c'est ce que tu veux, pars. Mais sache une chose, continua-t-elle.
Chaque mot tranchant comme un couteau. Tu ne pourras jamais partir de ce que tu as fait. Ça restera avec toi. Toujours. Didier baissa les yeux. Il avait cru que ce départ serait simple, qu'il emporterait avec lui la légèreté et l'excitation. Mais la force tranquille de Rebecca, cette clarté dans ses yeux, l'obligea à voir ce qu'il était devenu. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il. Tu n'as rien à dire, répondit Rebecca. Tu as choisi. Maintenant, vis avec ce choix. Et sache, ajouta-t-elle, un léger sourire triste aux lèvres, que je ne vais pas te supplier. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas te demander de rester pour les enfants ou pour moi. Si tu veux partir pendant que je me bats pour ma vie, fais-le. Mais souviens-toi, ce que tu fais, tu le portes. Toujours. Les mots tombèrent comme des pierres dans le cœur de Didier. Il avait imaginé un départ rapide, presque libérateur. Mais il se rendait compte, trop tard, que la vie de Rebecca n'était pas un fardeau qu'il pouvait simplement déposer derrière lui. C'était une force qu'il ne pourrait jamais effacer de sa conscience. Didier passa la soirée à rassembler quelques affaires. Quelques vêtements, quelques documents, quelques souvenirs qu'il n'osait pas laisser derrière lui, mais qu'il ne voulait plus vraiment voir. Il laissa de l'argent sur la table, sans mots, sans au revoir aux enfants. I'll ferme la porte derrière Louis. Définitivement. La route vers Mariam fut silencieuse. Il pensait que le soulagement viendrait, qu'il sentirait enfin la légèreté promise. Mais chaque kilomètre le rapprochant de la jeune femme ravivait les images de Rebecca, ses mains tremblantes, son sourire fatigué, sa force tranquille. Il avait cru fuir la souffrance, mais il portait désormais le poids de sa propre trahison. Mariam l'attendait, rayonnante, pleine de vie. Didier sentit un instant de légèreté, de plaisir pur. Mais il ne pouvait effacer ce que Rebecca avait dit. Ces mots résonnaient dans sa tête, ça restera avec toi. Toujours. Mariam ouvrit les bras. Didier entra, fatigué, troublé, mais encore désireux de croire qu'il avait choisi la bonne voie. Les premières semaines furent exactement ce qu'il avait espéré. Légèreté, sortie, argent, plaisirs immédiats. Mais sous cette façade, un sentiment commençait à grandir, une inquiétude qui ne le quittait jamais complètement. Même au milieu de la fête, des rires et des verres levés, Didier pensait à Rebecca. Il pensait aux enfants, à ce qu'il avait abandonné. La maison silencieuse, les cheveux tombés, les nuits de douleur. Mariam ne pouvait comprendre ce poids. Et lui, il ne pouvait pas le partager. Pour la première fois, Didier comprit ce que Rebecca avait toujours su. On ne peut pas construire le bonheur sur la souffrance d'autrui. On ne peut pas espérer la loyauté quand on a trahi. Et surtout, on ne peut pas oublier ceux qui ont porté nos rêves quand nous n'étions rien. Les premiers mois avec Mariam avaient semblé être un rêve devenu réalité pour Didier. Les rires, les sorties, les repas au restaurant, les voyages, les appartements lumineux, tout contrastait avec la lourdeur de la maison familiale et des mois d'hôpital. Mais le rêve s'effritait déjà. Mariam n'était pas insensible aux exigences de la vie. Elle voulait des vêtements de marque, des week-ends à l'étranger, une sécurité financière que Didier, malgré ses efforts, ne pouvait plus lui garantir. Les crédits s'accumulaient, celui pour l'appartement, celui pour la voiture, les dépenses quotidiennes, tout pesait sur ses épaules. Didier, qui avait cru pouvoir acheter la légèreté, découvrait que le bonheur ne se louait pas. Un soir, Mariam le regarda droit dans les yeux, le sourire à peine dissimulé derrière l'inquiétude. « Didier, je t'aime, mais je ne peux pas vivre comme ça. Je mérite quelqu'un qui peut assurer ma stabilité. » Didier sentit son monde basculer. Les mots de Rebecca résonnaient désormais avec une clarté presque douloureuse. « Ça restera avec toi. Toujours. » Tout ce qu'il avait cru gagner lui échappait. Mariam, si pleine de vie, le quittait pour quelqu'un d'autre, exactement comme il avait quitté Rebecca. La leçon, trop tardive, était amère. Il regarda l'appartement vide, les murs froids, les traces de son passage, et comprit qu'il n'avait plus rien. And I Mariam, and I Argent, and I Prestige. Seul restait le poids de ses choix. Pendant ce temps, Rebecca avançait. Après la fin de son traitement, elle avait repris son travail de comptable. Chaque matin, elle se levait pour ses enfants, pour elle-même, pour reconstruire sa vie. Les cheveux repoussaient, le teint retrouvait sa couleur, et avec le temps, la douleur laissait place à une force tranquille. Elle investit dans des cours de gestion financière et de leadership pour femmes, renforçant sa carrière et sa confiance. Elle participait à des conférences sur le cancer du sein, partageant son expérience pour soutenir d'autres femmes. Chaque témoignage, chaque sourire reconnaissant de quelqu'un qu'elle avait aidé, cimentait sa résilience. Un jour, lors d'une réunion parents-professeurs, elle rencontra Samuel, un homme calme et patient,
professeur de mathématiques à l'école d'Élise. Leur conversation commença par les devoirs d'Élise, puis dériva naturellement vers la vie, les valeurs, les rêves. Samuel ne cherchait rien d'autre que la sincérité et la loyauté. Ce qu'il offrait était simple, stabilité, respect et présence. Tout ce que Didier n'avait pas su donner. Leur amitié se transforma doucement en affection. Samuel admirait la force tranquille de Rebecca, sa façon de transformer la douleur en énergie constructive, de guider ses enfants avec amour et discipline. Il voyait en elle une femme entière, capable d'aimer sans perdre sa dignité. Rebecca investit également dans sa maison et ses passions. Elle transforma la cuisine en un espace où ses enfants pouvaient cuisiner et apprendre. Le salon devint un lieu de rire et de jeu, de musique et de discussion. Chaque coin témoignait de sa volonté de créer un foyer chaleureux malgré les épreuves. Élise et Aïcha grandissaient, confiantes et épanouies. Leur mère, présente, forte et aimante, était devenue un exemple vivant. On pouvait surmonter la douleur, reconstruire sa vie, et même trouver l'amour à nouveau. Didier, lui, vivait dans un studio modeste. Le silence y régnait, ponctué seulement par les appels mensuels de ses enfants, hésitants et distants. Il travaillait dur pour retrouver un équilibre financier, mais chaque réussite semblait fade sans la complicité perdue. Il pensait souvent à Rebecca, à sa force, à sa dignité. Il comprit enfin que le bonheur ne se construit pas sur la souffrance d'autrui et que trahir ceux qui nous soutiennent laisse une marque indélébile. Chaque mensonge qu'il avait cru nécessaire, chaque choix qu'il avait fait pour soi-même au détriment des autres, lui revenait en mémoire. Il comprit que le miroir de la vie ne trompe jamais. Il reflète exactement qui nous sommes et ce que nous avons choisi d'être. 2 ans après ces événements, Rebecca était épanouie. La rémission était complète, Samuel était devenu son partenaire de vie, et ses enfants prospéraient dans un foyer stable et aimant. Elle n'avait pas seulement survécu à la maladie, elle avait reconstruit une vie meilleure que ce qu'elle aurait pu imaginer. Didier, lui, avait tout perdu. Sa carrière, sa compagne, le respect de ses enfants. Mais il avait appris ce que Rebecca savait depuis le début. La loyauté, le courage et la dignité sont les véritables trésors de la vie. Et que parfois, ceux qui abandonnent les autres finissent par être confrontés à leur propre reflet, implacable et inévitable. Le karma n'était pas une punition. Il n'était pas une vengeance. Il était simplement le miroir des choix que l'on fait. Et Didier avait enfin compris, trop tard, ce que Rebecca incarnait depuis toujours, la force de se battre, de survivre, et surtout, de vivre pleinement malgré tout. Les jours avaient passé depuis le départ de Didier, mais pour Rebecca, chaque matin apportait un nouveau souffle. Elle avait survécu à l'épreuve la plus dure de sa vie, et pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait se concentrer uniquement sur elle-même et ses enfants, Élise et Aïcha. La maison, qui avait été un lieu de lutte et de souffrance, était devenue un espace de renaissance. Elle se levait tôt, avant le lever du soleil, pour préparer le petit déjeuner, ranger la maison et s'assurer que tout était prêt pour la journée de ses enfants. Elle avait redécouvert le plaisir des routines simples, sentir l'odeur du café fraîchement moulu, écouter le chant des oiseaux depuis le balcon, savourer le silence avant que le monde extérieur ne s'éveille. Ces instants, si anodins, étaient devenus ces moments sacrés, ces repères, ces petites victoires quotidiennes. Avec le temps, Rebecca décida de retourner à l'université, non pas pour obtenir un diplôme qu'elle possédait déjà, mais pour se réinventer, pour se donner de nouvelles compétences et ouvrir de nouvelles portes. Elle suivit des cours de gestion avancée, de leadership féminin et de communication stratégique. Elle s'inscrivit également à des ateliers sur le coaching et le mentorat pour femmes, convaincue que son expérience pouvait devenir une force pour les autres. Les semaines et les mois passèrent, et Rebecca devint une figure respectée dans son domaine. Elle fonda un petit cabinet de conseil en comptabilité et en gestion, spécialisé dans l'accompagnement des femmes qui reprenaient leur carrière après une interruption. Son objectif n'était pas seulement de les aider à retrouver un emploi, mais de leur redonner confiance, de leur montrer qu'il était possible de se reconstruire, peu importe les épreuves. C'est lors d'une conférence sur le leadership féminin qu'elle rencontra Samuel, professeur de mathématiques à l'école d'Élise. Le courant passa immédiatement. Samuel n'était pas seulement un homme charmant. Il était attentif, patient et profondément respectueux. Il ne cherchait pas à combler un vide, il offrait un partenariat équilibré, basé sur le respect mutuel et la loyauté. Ils commencèrent à se fréquenter doucement, d'abord par des discussions autour de l'éducation des enfants et de la gestion du quotidien, puis par des moments partagés autour de la littérature et des promenades au parc. Samuel comprenait le passé de Rebecca, sans jamais la juger. Il l'admirait pour sa force, pour sa capacité à transformer chaque épreuve en une leçon de vie.
Rebecca se fit rapidement un nom dans le milieu du conseil. Ses clientes venaient souvent par recommandation, touchées par son histoire et impressionnées par sa compétence. Elle devint mentor de jeunes femmes ambitieuses, leur apprenant à gérer leurs finances, à négocier des contrats, à s'affirmer dans un monde professionnel encore largement dominé par les hommes. Chaque succès, chaque témoignage de gratitude renforçait sa conviction. Sa vie, après Didier et après le cancer, pouvait être plus riche et plus complète qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle n'était plus définie par la maladie, ni par la trahison, mais par ses choix et son courage. Élise et Aïcha prospéraient sous son regard attentif. Rebecca leur inculquait les valeurs qu'elle avait chéries toute sa vie, l'honnêteté, la persévérance, la compassion. Elle ne les privait pas de la vérité sur leur père, mais elle leur montrait qu'on peut continuer à avancer malgré les blessures. Les filles voyaient en leur mère une héroïne silencieuse, une femme qui avait survécu à l'adversité et qui, malgré tout, choisissait la vie. Les week-ends étaient réservés à la famille. Rebecca organisait des sorties culturelles, des pique-niques, des soirées cinéma à la maison. Elle voulait que ses enfants sachent que le bonheur pouvait exister même après les tempêtes les plus violentes. Avec Samuel à ses côtés et sa carrière en plein essor, Rebecca redécouvrit la joie et l'émerveillement de la vie. Elle voyageait parfois pour des conférences, parfois pour le plaisir, et chaque déplacement était une célébration de sa liberté retrouvée. Elle se surprenait à rire davantage, à savourer chaque instant, à ne plus se laisser emporter par les rancunes ou les regrets. Elle écrivit même un blog où elle partageait ses expériences, ses conseils pour les femmes survivantes de maladies graves ou de trahison et ses réflexions sur la résilience. Ses mots touchaient des milliers de lecteurs et elle se sentit pleinement utile. Son histoire, autrefois source de douleur, était devenue un phare pour ceux qui traversaient leur propre tempête. Didier, de son côté, avait perdu presque tout ce qu'il avait cru posséder. Son prestige, sa liberté, ses relations. Mais Rebecca, elle, avait reconstruit une vie plus riche et plus entière que jamais. Elle n'avait plus besoin de lui, ni de validation extérieure. Elle avait trouvé l'amour véritable, non pas dans la facilité ou le plaisir immédiat, mais dans la loyauté, la patience et le respect. Le miroir de la vie avait parlé. Rebecca l'avait traversé avec courage, et de l'autre côté se tenait une femme libre, épanouie et invincible. Les années avaient filé. 2 ans s'étaient écoulés depuis le départ de Didier. 2 ans pendant lesquels Rebecca avait non seulement survécu, mais avait transformé sa vie en un récit de force, de résilience et de réussite. Son cabinet de conseil prospérait. Les clientes venaient de toute la ville, attirées par sa compétence et par l'énergie qu'elle insufflait dans chaque projet. Elle avait acquis une réputation solide, celle d'une femme capable de redonner confiance et de guider vers l'autonomie financière et personnelle. Chaque succès de ses clientes était une victoire partagée, et elle s'émerveillait de voir combien l'expérience pouvait se transformer en inspiration. Un après-midi, alors qu'elle participait à une conférence sur l'entrepreneuriat féminin, Rebecca sentit un frisson familier parcourir son dos. Dans l'ombre d'un couloir, elle aperçut un visage qu'elle avait cru ne plus jamais revoir. Didier. Il avait changé, mais pas de la bonne manière. L'homme confiant et sûr de lui qu'il avait été n'existait plus. Ses traits étaient tirés, ses vêtements un peu froissés. Il semblait perdu, réduit à une version de lui-même que Rebecca connaissait trop bien, celle de l'homme qui avait choisi la facilité au détriment de la loyauté. Didier la reconnut aussi. Son visage blêmi. Ses pas se firent hésitants, comme si chaque mouvement vers elle était un effort monumental. Rebecca l'accueillit calmement. Pas de colère dans ses yeux, pas de reproche. Seulement la certitude tranquille de quelqu'un qui a traversé l'orage et qui se tient debout, intact. « Bonjour, Rebecca, dit-il enfin, la voix faible. « Bonjour, Didier. Je ne m'attendais pas à te revoir, répondit-elle. Le silence tomba. Pas un silence de tension, mais un silence de vérité. Didier chercha ses mots, trouva son souffle, mais les phrases restaient coincées entre regret et honte. « J.I. Je voulais voir mes enfants, murmura-t-il. Ils vont bien, répondit Rebecca. Très bien. Et moi aussi. Didier baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il savait que chaque mot, chaque décision passée, l'avait conduit à ce moment. J'ai tout perdu, avoua-t-il. Ma carrière, mon appartement. Miriam M.A. quit. Et toi, tu as tout reconstruit. Rebecca sourit légèrement. Ce n'était pas un sourire de triomphe, mais un sourire de sérénité. Oui, Didier. Tout reconstruit. Mais je n'ai pas reconstruit ma vie pour toi. Je l'ai reconstruite pour moi, pour mes enfants, pour ma dignité. Didier tremblait. Il voyait maintenant, avec une clarté brutale, l'impact de ses choix.
La facilité qu'il avait cru trouver avec Mariam l'avait conduit à la solitude et à la perte. Et devant lui, Rebecca incarnait ce qu'il aurait pu avoir s'il avait choisi la loyauté et la patience. « J'ai été faible, dit-il enfin. Égoïste. Je n'ai pas su te soutenir quand tu en avais besoin. Je suis désolé. » Rebecca secoua doucement la tête. « Ne me demande pas pardon pour moi, Didier. Tu peux être désolé pour toi, pour ce que tu as perdu. Mais moi, je suis en paix. J'ai survécu, j'ai grandi, j'ai aimé à nouveau. Et j'ai réussi à créer un monde meilleur pour mes enfants. C'est ce qui compte. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Le karma n'existe pas comme une vengeance. C'est un miroir. Et toi, tu viens de voir le tien. Moi, j'ai choisi de traverser le miroir avec courage. Et regarde-moi, je n'ai plus peur, je n'ai plus de regrets. » Au fil des semaines suivantes, la vie de Rebecca continua son ascension. Samuel était toujours à ses côtés, un partenaire fidèle et respectueux, qui l'encourageait à s'épanouir pleinement. Élise et Aïcha grandissaient dans un environnement rempli d'amour et de stabilité, conscients de la force de leur mère. Rebecca reçut une distinction lors d'une conférence nationale sur l'entrepreneuriat féminin. Sur scène, elle parla avec passion de la résilience, de la reconstruction après l'épreuve et de l'importance de garder son humanité dans les moments les plus sombres. Des centaines de visages l'écoutaient, inspirés par son récit. Elle avait transformé sa douleur en lumière pour les autres. Chaque soir, en rentrant à la maison, elle regardait ses filles et Samuel, et un sentiment de plénitude l'envahissait. La vie lui avait donné une seconde chance, et elle l'avait saisie avec toutes ses forces. Didier, lui, restait une figure du passé, un rappel de ce qu'on perd lorsqu'on trahit, mais il n'était plus capable de la perturber. Rebecca avait survécu à l'épreuve du cancer, à la trahison, à la solitude et à la peur. Elle avait trouvé l'amour, la réussite professionnelle et surtout, la paix intérieure. Didier, quant à lui, avait expérimenté l'amère vérité. On ne peut construire le bonheur sur la souffrance d'autrui, ni exiger la loyauté quand on a trahi. Le miroir de la vie était cruel, mais juste. Et Rebecca avait choisi de le traverser pour en sortir plus forte, invincible et profondément libre. Elle avait découvert ce que beaucoup cherchent toute leur vie, la capacité de transformer la douleur en force, la trahison en sagesse et la perte en renaissance. Le roman se referme sur elle, debout, le regard clair, prête à embrasser chaque jour avec courage et dignité. Si elle vous a fait réfléchir, partagez-la et abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.